Avant de commencer, je veux juste préciser que moi, j'arrive plutôt des études du jeu. Donc, j'ai eu la chance de commencer à m'intéresser aux jeux vidéo au début des années 2000, au moment où le champ, donc les Game Studies ont été fondés. Et donc, j'ai suivi l'évolution des Game Studies à travers le développement de ma carrière. Et donc, ma présentation, c'est vraiment la perspective qui est adoptée, c'est celle plutôt des études du jeu. Donc, si je me suis intéressée au gambling, c'est parce que j'ai vu une gamblification des jeux vidéo, c'est-à-dire l'utilisation de mécaniques de gambling qui sont devenues de plus en plus courantes. Et donc, j'ai été amenée à m'intéresser à ce type de mécanique-là tout particulièrement. Et parallèlement à ça, je me suis intéressée aussi beaucoup à la collecte de données, tout particulièrement à partir du début des années 2010, où là, j'ai travaillé sur un jeu sur Facebook. Et donc, là, évidemment, j'ai commencé à explorer toute la dynamique de la collecte de données qui était en lien avec les jeux vidéo. Et puis, vous allez voir qu'il y a une parenté là, très forte entre jeux vidéo et collecte de données. Et donc, pour commencer, un petit historique sur la collecte de données. Donc, dans les années 80, évidemment, on parle plutôt d'une collecte manuelle d'informations. On est avec des consoles de salon et les joueurs communiquent avec les développeurs, avec le courrier, avec les magazines. Et donc, les échanges se font comme ça. Et puis, il y a des listes de joueurs qui se constituent, mais c'est évidemment de manière très, très manuelle et minimale. Par la suite, dans les années 90, il y a l'apparition du www et donc là, on commence à avoir de nouveaux modèles, dont les jeux de rôle en ligne, éventuellement massivement multijoueurs, style Ultima Online, EverQuest, etc., mais aussi des nouveaux modèles mis en place, par exemple, par id Software, qui a décidé, avec son jeu Doom, de donner le premier tableau du jeu directement aux joueurs et ensuite de vendre les tableaux subséquents directement aux joueurs sans passer par des distributeurs. Et donc là, on voyait déjà l'apparition de la dématérialisation de la vente des jeux à partir de ces nouveaux modèles-là qui sont mis en place dans les années 90. À partir des années 2000, évidemment, là, c'est vraiment l'instauration des nouveaux standards. On voit apparaître des plateformes de vente dématérialisées comme Steam qui va s'imposer, qui vont imposer un modèle, toutes sortes de consoles qui vont commencer à être connectées sur Internet et donc avec possibilité d'échange de données. On va avoir l'apparition de plateformes mobiles, le cellulaire va commencer à s'installer dans nos mœurs et coutumes, dans nos pratiques. Les jeux, les petits jeux, comme on dit, les jeux occasionnels qui vont chercher toute une nouvelle génération de joueurs avec Farmville et autres, et les médias sociaux numériques, évidemment, qui vont commencer à s'imposer, où là, il va y avoir une production de données massive sur les joueurs eux-mêmes qui vont produire de l'information textuelle sur les jeux. À partir des années 2010, là, on parle vraiment du tournant quantitatif, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on a les capacités de collecte massive de données comportementales et on voit vraiment un changement dans l'industrie du jeu vidéo où là, il va y avoir une dématérialisation de plus en plus grande des jeux et donc on ne vendra plus nécessairement des jeux comme sur CD, mais ça va être des jeux qui vont être dématérialisés. On ne parlera plus de jeux dits comme produits, mais des jeux comme service, où il va y avoir une mise à jour qui va être constante. Et donc, pour ce faire, les grosses entreprises de jeux vidéo ont besoin de collecter des données pour comprendre comment le jeu est utilisé, comment le mettre à jour et sur la balance du jeu. Donc, il va y avoir beaucoup de collectes de données qui vont être faites pour la balance du jeu, s'assurer que le jeu fonctionne bien, mais il va y avoir évidemment aussi des données qui vont être collectées sur la consommation. Et donc, il va y avoir un brouillage là, éventuellement qui va être fait entre les données qu'on va collecter. On va le voir un peu plus tard. Il y a une dématérialisation qui s'en vient de plus en plus complète avec les plateformes de vente, mais aussi avec toutes sortes de jeux là, qui vont s'imposer. Et puis finalement, le portrait type du joueur vraiment est complètement éclaté. Donc, à peu près tout le monde, entre guillemets, va jouer, ne serait-ce qu'à Candy Crush. Et il va y avoir des jeux là, qui vont marquer l'imaginaire du grand public comme Pokémon Go et autres. Et puis finalement, fin des années 2010, on est rendu carrément dans le nuagique. Et donc là, on parle de jeux nuagiques, donc avec Stadia et autres. On parle du jeu comme service, on parle d'une dématérialisation complète, d'une imposition des médias sociaux numériques. Et donc là, on est vraiment rendu au cœur de l'industrie qui est basée sur les données. Mais aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser aux jeux sur plateforme mobile.
Et si on regarde sur plateforme mobile, les ventes, et là, c'est toujours difficile de trouver des données qui ne sont pas produites par l'industrie elle-même, mais serait à peu près la moitié, donc pas loin de 50% des ventes seraient sur plateforme mobile. Et des chiffres que j'ai pu voir, mais encore une fois, c'est produit par l'industrie, mais il y aurait une consommation sans cesse croissante des jeux sur plateforme mobile. Donc, c'est vraiment les jeux qui sont en croissance les plus grandes par rapport à tous les jeux qui sont offerts sur le marché. Donc, ce n'est pas amené à diminuer. Je vais vous présenter rapidement les modèles de jeux sur plateforme mobile pour que vous compreniez bien où se situe la particularité des jeux avec publicité. Donc, évidemment, on a les jeux vendus, qu'on dit premium. On va avoir les jeux gratuits, style free-to-play. On va avoir les jeux gratuits style free-to-play jusqu'au payer pour gagner, donc les pay-to-win. Donc, normalement, les jeux sont gratuits. On est supposé pouvoir avancer dans le jeu avec le temps qu'on va passer. Mais dans certains jeux, le temps est tellement long, ça demande tellement d'efforts pour atteindre certains niveaux ou certains matériels, certains items au sein du jeu que indirectement ou plus ou moins subtilement, bien, on est amené à payer pour pouvoir progresser dans le jeu. Et certains jeux, en fait, ont vraiment fâché la communauté de joueurs parce qu'ils disaient c'est impossible de jouer si tu ne payes pas. Et ça a une très mauvaise réputation auprès de la communauté de joueurs, les jeux qualifiés de pay to win. Il y a les jeux gratuits avec contenu payant, donc on va avoir une partie qui va être ouverte, puis pour progresser, il va falloir payer une partie. Et là, il va y avoir, c'est là qu'on commence à parler des jeux gratuits, mais avec publicité. Donc, de manière classique dans l'interface, avec les banderoles en bas. Mais on a aussi des publicités qui peuvent être incluses dans le design du jeu. On a des jeux gratuits avec des publicités interstitielles qui vont apparaître entre des séances de jeu. On va avoir des jeux avec de la publicité qui va être intégrée dans le design. Et ça m'intéresse tout particulièrement. C'est comme si ça faisait partie de la jouabilité, donc du gameplay. Et pour conserver des items, pour avoir des points de vie, pour avoir des points d'énergie. Il y a beaucoup de jeux qui vont fonctionner comme ça. On va avoir de l'énergie pour faire des actions, puis pour avoir, quand on a fini l'énergie, il faut attendre, donc éteindre le jeu. Mais si on veut continuer, on peut regarder de la publicité. Et donc, ça va être introduit dans la jouabilité et ça va évidemment banaliser le fait qu'il y a la présence de la publicité. Ça va être la nouvelle forme qui commence à être assez dominante dans beaucoup de jeux. La publicité contextuelle, évidemment. Les jeux gratuits avec un paiement pour supprimer les publicités. Donc, on peut aller jusque-là dans les modèles économiques. Puis, on en parle moins, mais il y a les jeux publicitaires aussi, donc des compagnies qui vont créer des jeux. Et donc, au lieu de payer pour un 30 secondes à la télévision, mais vont développer un jeu avec le logo qui va être très présent, la thématique qui va être très présente. Et nous, comme citoyens qui avons ces jeux-là, au lieu d'avoir 30 secondes de publicité, on peut passer des heures. Alors, on peut être capté pendant des heures sur un jeu publicitaire avec la marque. Et donc, ça peut devenir des outils publicitaires très, très forts comparativement à un petit 30 secondes à la télévision, par exemple. Bon, là, on rentre dans un modèle qui est un petit peu plus compliqué. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile à comprendre, mais je veux vraiment vous présenter ce modèle-là parce que vous allez comprendre au fur et à mesure de la présentation que ça devient dominant et que ce nouveau type de modèle-là économique est révélateur, en fait, de comment ça fonctionne en arrière des jeux avec publicité. Et donc, le modèle, c'est une plateforme de distribution de jeux avec programme de fidélité et service d'acquisition d'utilisateurs. Donc, ce que ça veut dire, et là, j'ai pris l'exemple de Mistplay, du côté volet consommateur, en fait, on va sur Mistplay qui nous propose une librairie de jeux. On crée notre compte Mistplay et on joue aux jeux qui sont offerts par Mistplay et en jouant, on gagne des points. Et ces points-là, ces crédits-là peuvent être échangés contre des coupons rabais, comme par exemple chez Amazon ou autres. Et donc, on joue et on gagne de l'argent. C'est comme ça que c'est présenté. Du côté producteur, donc développeur, eux, en fait, leur avantage de faire affaire avec, par exemple, Mistplay, c'est d'avoir une vitrine pour présenter les jeux parce qu'il y a des centaines et des centaines de jeux. Donc, leur jeu peut être parfois noyé, évidemment, dans la masse de jeux. Et donc là, ça offre une vitrine avec des joueurs qui sont fidèles à Mistplay. Donc, eux, ils ont un avantage. Et puis, ils s'assurent de créer une acquisition de joueurs avec cette vitrine-là. Et donc, dans le domaine, disons, il y a 3
termes là, qui reviennent constamment, c'est acquisition, rétention et monétisation. Donc, acquisition des joueurs, la rétention des joueurs, on va voir un petit peu plus tard comment ça s'opère, et la monétisation avec évidemment le renvoi de publicité. Et donc, ces plateformes-là, ici, ça, c'est le côté joueur. Donc, on crée notre compte, on va dans la librairie, puis quand on joue, bien, on nous dit bienvenue, joueur. Et voilà, à chaque fois qu'on joue, bien, on accumule des points. Donc, du côté du joueur, on semble avoir des avantages. Par contre, évidemment, bien, il faut ouvrir notre cellulaire, donc permettre une traçabilité parce qu'il faut que l'application sache à quel jeu on joue pour être capable de nous envoyer les points. Et évidemment, il y a une partie de ces informations-là qui sont partagées. Et c'est là où il faut bien comprendre le cœur du système, comment ça fonctionne, parce que vous allez voir, ça se déploie partout. Et donc, je prends cet exemple-là. Et donc, vous avez toutes sortes d'offres, de plateformes de distribution de jeux comme Missplay, donc qui s'appellent Cashi, MoneyRar, Cash-M-All, qui sont toutes la même chose que Missplay. Mais en fait, quand on cherche un peu savoir c'est qui les développeurs qui sont en arrière, bien, c'est tout renvoyé à Just Dice. Et donc, Just Dice crée une panoplie de plateformes comme ça, et on peut se demander un petit peu pourquoi. Et on se rend compte, en fait, que Just Dice appartient à Applike, qui est une grosse entreprise. Et Applike, donc, développe Just Dice, qui est présenté pour les publicitaires comme une plateforme qui permet de gagner des utilisateurs loyaux et d'analyser les données pour s'assurer de créer de bons profils pour profiter d'espaces publicitaires. Et donc, Applike a aussi une compagnie qui s'appelle Adjo, qui, eux, vendent des profils de joueurs à des entreprises qui voudraient mettre de la publicité. Et donc, c'est vraiment une entreprise chapeau, donc qui a à la fois, et ils ont une troisième entreprise qui font des jeux. Donc, ils font des jeux, ils présentent ça sur des plateformes où ils vont s'assurer d'une fidélité de joueurs, qui vont venir tracer ces joueurs-là, créer des profils, parce qu'évidemment, les joueurs, quand on joue, mais ce n'est pas juste une plateforme qui va créer des données puis qui va les accumuler. Toutes ces données-là vont être envoyées à la même compagnie et donc, il va y avoir du profilage qui va être fait. Et ils ont une troisième compagnie où là, ils offrent des profils pour dire, bien, on peut vous faire de la publicité ciblée et tout ça en accord. Hein, si on lit ici le petit user profiling, tout ça en accord avec le GDPR, qui est la loi européenne de protection des données personnelles. Ils offrent un kit de développeurs, là, le SDK, c'est un kit de développeurs qui has the ability to read users, install apps and app usage. This data allows us to work with partners to identify and then build campaigns that target their most valuable users. Donc, et les partners, c'est évidemment toujours ces tiers dont on entend parler sur les conditions d'utilisation, puis c'est ça qu'on va voir éventuellement. Et donc, il y a tout un univers qui est déjà créé où il y a une collecte de données qui se fait depuis longtemps et il y a aussi une banalisation auprès des joueurs dans la collecte de données. J'ai parlé rapidement de Steam, mais Steam, par défaut, quand la plateforme a été lancée, toutes les informations sur tous les joueurs étaient ouvertes. Donc, les joueurs pouvaient dire quel jeu ils possèdent, combien de temps ils ont joué, à quel niveau ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils ont gagné, etc., etc. Et toutes ces informations-là étaient partagées et de manière très, très banale. Et donc, il y a une espèce de normalisation dans le partage des données auprès des joueurs et tout un environnement aussi, évidemment, avec les iPhones, les Android. On sait tous les enjeux là, de collecte de données, mais aussi avec les logiciels de production de jeux vidéo comme Unity, qui est un logiciel très populaire de développement de jeux vidéo, qui offrent eux aussi un kit puis pour installer dans les jeux qui sont développés, où il va y avoir une collecte de données qui va être faite puis qui va être envoyée à leur système et donc ils vont aider les développeurs à savoir comment leur jeu est utilisé. Et là, il faut comprendre que, comme je le disais, il y a des données qui sont essentielles à être collectées, c'est-à-dire pour la balance du jeu, il faut que les développeurs sachent si le jeu fonctionne bien, s'il y a des problèmes, s'ils doivent être corrigés, comment il doit être développé éventuellement. Et donc, il y a une collecte de données qui est nécessaire à la balance du jeu. Mais évidemment, là, c'est rendu beaucoup plus large et on va collecter de manière beaucoup plus large. Et c'est plus seulement les développeurs de jeux qui vont collecter, mais ça va être
tous les systèmes, donc tous les services de publicité qui vont être vendus ou qui vont être intégrés dans le design du jeu, qui sont les tiers. Et en fait, c'est ces tiers-là qui ne sont pas soumis aux conditions d'utilisation des jeux. Et c'est eux qui vont collecter énormément de données sur tous les jeux et qui vont centraliser ces profils-là et donc créer des profils très précis de joueurs pour vendre des publicités ciblées. Il va y avoir aussi tout le phénomène de la ludification de la collecte. Ça, je pourrais vous en parler très longtemps. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et donc des plateformes comme Miitomo, qui a l'air d'un jeu, mais qui en fait qui est un réseau social où là, il y avait toutes sortes de questions qui étaient posées. Qu'est-ce que tu aimes comme nourriture? Quel jeu t'aimes? Etc. Et en fait, ça construisait des bases informationnelles sur les joueurs énormes, sur des profils. Et Nintendo a été accusé par les communautés de joueurs de dire, ben, tu es en train de faire de la surveillance plus ou moins déguisée. Quelles sont les données qui sont collectées? Là, je ne les passerai pas toutes, mais bon, vous pouvez imaginer très bien les données qui sont collectées. La dernière qui est intéressante, c'est la donnée de géolocalisation. Si j'insiste sur la donnée de géolocalisation, c'est que c'est la donnée qui vaut le plus cher parce que si on sait où vous êtes, on sait qui vous êtes. Hein. On sait à quelle adresse vous résidez, où vous travaillez, quelles sont vos habitudes, où vous faites l'épicerie, où vous achetez le café le matin, etc., etc. Et donc, on peut là très bien cibler la publicité qu'on va vous envoyer à quel moment dans votre journée. Évidemment, il va y avoir, ça on en a parlé un peu hier, il va y avoir des connexions qui vont être fortement, fortement encouragées par les applications de jeu sur les comptes personnels Facebook, parce que là aussi, il y a vraiment une brèche qui est ouverte sur la collecte de données. Et donc là, il y a une collecte massive qui peut être opérée via l'ouverture du compte Facebook par l'application de jeu. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on insiste autant. Bien sûr, on présente ça pour nous faciliter la vie, mais dans les faits, ça permet d'aller collecter énormément d'informations personnelles en lien avec nos médias sociaux numériques, nos comptes. Autre élément aussi, on parle beaucoup de la collecte de données, mais il y a un autre avantage aussi à connecter avec les médias sociaux numériques et vous allez voir dans les stratégies qui vont être utilisées, que je vais vous présenter plus tard. Je vous parlais de l'acquisition des joueurs, mais il y a aussi la rétention. Et en jeu vidéo, on s'est rendu compte que le facteur de rétention, donc le principal facteur de rétention au sein d'un jeu en ligne, c'est les autres, c'est les joueurs, c'est la communauté. Et donc, le fait de lier la communauté assure aussi un plus grand taux de succès ou de rétention des joueurs auprès des plateformes parce qu'il va y avoir cette motivation-là qui est liée au réseau social. Donc, avantage double de nous offrir la chance de faciliter notre vie en nous connectant avec nos réseaux sociaux. Et là, ce que je vous disais, la brèche où est-ce qu'elle me semble être, c'est vraiment quand on parle des tiers. Donc, quand vous regardez les conditions d'utilisation, vous allez toujours voir, nous on ne connecte pas, on va collecter seulement les données qui vont être nécessaires à la bonne utilisation de l'application. Donc, les développeurs ont vraiment besoin de ces informations-là pour s'assurer que le jeu fonctionne bien. Mais il va y avoir toujours une petite section sur les tiers. Et qui inclut les tiers? Bien, là, vous avez une liste. Et moi, où je m'intéresse particulièrement, bien, c'est évidemment les annonceurs et les spécialistes du marketing, parce que c'est là où à ma connaissance, il y a très peu de régulation. Et là, ben, c'est vraiment, on ouvre complètement nos plateformes, donc de mobilité, nos cellulaires, nos tablettes, à une collecte massive de données qui est utilisée par les annonceurs et les spécialistes du marketing, et ça de manière tout à fait légale. Et donc, nous, quand on utilise les jeux, évidemment, il va y avoir les conditions d'utilisation, les politiques de vie privée, on clique OK, et on rentre. Mais évidemment, il y a une étude norvégienne en 2016 qui avait essayer d'évaluer à peu près quelles applications étaient installées de manière régulière sur un cellulaire et avait calculé le temps que ça nous prendrait pour lire les conditions d'utilisation. Ils étaient arrivés à au moins 24 heures de lecture sans arrêt. Puis c'est quand même assez ardu comme lecture et donc évidemment les gens acceptent sans réellement consulter toutes les conditions d'utilisation.
Puis, il y a des stratégies qui sont utilisées aussi. Si vous regardez ici Brawl Stars, on vous demande votre âge et vous confirmez. Et en tout petit, il est écrit, si tu écris confirmer, c'est que tu acceptes les conditions d'utilisation et les politiques de vie privée. Donc, moyen plus ou moins légitime, je dirais, de faire confirmer les conditions d'utilisation. Puis, en plus de ça, il va y avoir toutes sortes de mises à jour aussi sur les conditions d'utilisation qui vont être faites. Et donc, évidemment, si vous les avez lues une fois, probablement vous ne les relirez pas 2, 3, 4 fois. Et donc, vous acceptez les mises à jour qui sont faites. Donc, évidemment, la manière dont ça nous est présenté, c'est toujours pour améliorer l'expérience client. Alors, si je le dis du point de vue des développeurs, c'est sûr qu'ils ont besoin d'un certain type de données pour effectivement améliorer l'expérience client. Mais du point de vue de l'espace publicitaire, donc de ces entreprises-là qui capitalisent sur la vente de publicité, eux, c'est dire, on améliore votre expérience en vous ciblant de la publicité qui va vous intéresser. Donc, votre expérience va être meilleure parce que vous allez avoir de la publicité qui vous intéresse. Donc, évidemment, on peut éthiquement beaucoup questionner cette dénomination-là, mais c'est présenté comme ça. Et donc, sur un cellulaire qui n'avait jamais eu d'application de jeu de casino, de gambling, j'en ai installé un. Et rapidement, sur d'autres jeux qui n'ont aucun lien avec le casino, les publicités qui apparaissent sont de casino. Et plus grave encore, sur l'application de météo, dans la journée même, des publicités de casino commencent à apparaître sur l'application de ce cellulaire-là qui porte sur la météo. Et d'ailleurs, Météo Média leur application a été épinglée parce qu'ils collectaient énormément d'informations liées à la géolocalisation, minute par minute, et donc avaient une quantité massive de données sur le déplacement des utilisateurs. Et donc là, on voit que c'est pas un système qui est théorique, il est très, très concret et très, très rapide et très lié avec tout notre écosystème au sein de notre cellulaire. Et là, vous commencez à voir la boucle. Et donc, nous, on a des jeux gratuits qu'on installe. Sur les jeux gratuits, il y a la partie développeurs et les développeurs incluent une section qui va être pour la publicité, ça va être géré par des compagnies tiers qui vont fonctionner avec toutes d'autres conditions d'utilisation. Ces compagnies-là tiers vont collecter sur plusieurs plateformes de jeux, donc vont réussir à faire des profils de joueurs de plus en plus précis, vont vendre ces profils-là à des entreprises qui veulent cibler leur publicité et ces publicités ciblées-là vont être envoyées sur nos applications de jeux et donc on va continuer à jouer de manière gratuite et là, vous voyez la boucle, comment elle s'installe. Et donc, avec l'exemple que je vous donnais de AppLike, c'est sûr qu'eux, ils produisent à la fois les jeux, l'application, la plateforme de diffusion des jeux et ils sont les propriétaires de la compagnie qui va vendre les publicités et les profils. Et donc, eux, ils bouclent la boucle entièrement avec ce genre de système-là. Et comment est-ce possible de faire des profils aussi précis? C'est parce qu'on a tous un Ad ID, donc un identifiant de publicité qui est sur notre cellulaire. Et encore une fois, par défaut, il est permanent. Et si nous, comme consommateurs, comme citoyens, on ne va pas changer les paramètres, ça va rester là. Et donc, cette identification-là, puis que ce soit sur Android ou sur iPhone, demeure et peu importe à quoi on joue, va toujours être envoyé là. Et évidemment, pour les compagnies de publicité, c'est comme ça qu'ils réussissent à cibler et à créer des profils de nos pratiques, de notre consommation très, très précises, voire de nos déplacements aussi. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on parle de publicité, mais c'est sûr que aussi on peut y aller avec la personnalisation des offres, c'est-à-dire qu'on commence à créer des profils psychologiques, entre autres, des joueurs. Et on sait très bien, par exemple, quand vous allez avoir une baisse dans votre pratique de jeu et on veut vous garder, et peut-être qu'à ce moment-là, on va vous offrir quelque chose, une petite récompense qui va faire en sorte que vous allez demeurer plus longtemps, ou bien on va savoir que vous êtes juste sur le bord de faire une microtransaction, donc d'acheter en jeu des éléments, et donc on va vous envoyer une offre pour la prochaine heure vous allez avoir 25% de rabais si vous achetez telle chose. Et donc ça, ces mécaniques-là, ça fait longtemps dans le jeu vidéo, entre autres avec World of Warcraft, là je donne l'exemple de la monture,
où là, il y avait une baisse de motivation chez les joueurs qui s'en allaient vers le niveau 40. Et là, on a une monture qui arrive au niveau 40 et hop, tout d'un coup, la motivation remonte. Et donc, on sait à quel moment offrir une récompense pour s'assurer que les joueurs vont demeurer connectés. Évidemment, plus on vous connaît, plus on connaît vos pratiques, plus on est à même de savoir quand offrir quoi et comment personnaliser même la jouabilité du jeu. Et hier, on en a parlé un petit peu des joueurs qui vont dépenser au sein des jeux. Là, encore une fois, on n'a pas nécessairement les statistiques parce que c'est l'industrie qui les a, mais semble-t-il que c'est une infime partie des joueurs qui vont payer puis qui vont beaucoup payer jusqu'à devenir ce qu'on appelle des whales. Et donc, ça ne prend que quelques joueurs qui dépensent beaucoup pour que l'application de jeu soit rentable. Et donc, à ce moment-là, bien, si on arrive à créer des profils psychologiques très précis, bien, on peut exploiter ces joueurs-là pour rentabiliser les jeux. Et donc, évidemment, dans un système où on a de la collecte de données, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'augmentation des temps de connexion. On est dans un contexte d'économie de l'attention. Notre attention vaut extrêmement cher et donc, on va avoir toutes sortes de stratégies avec beaucoup, beaucoup de stimulation pour capter notre attention. On est aussi dans un contexte d'accélération sociale. Il n'y a plus aucun moment mort d'un point de vue capitaliste. Tous les moments sont rentabilisés, il y a des moyens d'être productifs et donc maintenant tous nos moyens, même nos déplacements, etc., nos moments les plus intimes peuvent être rentabilisés. On parle aussi de capitalisme affectif, c'est-à-dire qu'on va capitaliser sur nos affects, sur nos rapports sociaux, sur notre passion pour le jeu et donc on va essayer d'exploiter ça à des fins de rentabilité. Et là, évidemment, je passe rapidement parce que ce sont des grands enjeux dont on a en partie parlé hier et donc moi, je voudrais aller dans des éléments un petit peu plus de détails, c'est-à-dire de design. Et donc, pour augmenter ces temps de collection-là, bien, on a ce qu'on appelle le design persuasif, qui s'inscrit dans les technologies de persuasion de quoi on veut nous persuader? Bien, évidemment, de nous garder connectés. Et vous connaissez, par exemple, le menu défilant à l'infini. Bien, ça, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas banal, c'est intentionnel, c'est nous garder connectés le plus longtemps possible. On pense y aller 2-3 minutes, puis finalement, il y a 1 heure qui vient de passer à dérouler ce menu-là. YouTube qui va faire jouer des vidéos à l'infini. Vous pouvez ne plus être devant votre écran, les vidéos vont continuer. Les notifications, etc., ça, c'est des stratégies que vous connaissez. Le design persuasif, qu'est-ce qu'il vise? C'est l'engagement. Et ça, c'est vraiment le mot, le buzz là, qui va apparaître beaucoup en marketing là, à partir des années 2010, là, où là, on veut créer l'engagement. Mais qu'est-ce que c'est? Bien, c'est garder les gens connectés, connectés à la marque, aux produits, mais aussi connectés aux plateformes de mobilité. Et évidemment, il y a un très fort lien entre la ludification et l'engagement. Et donc, on va utiliser toutes sortes de stratégies de jeu, de ludification, de gamification pour garder les gens connectés et liés à une collecte de données. Dans le contexte qui nous intéresse, donc les jeux sur plateforme mobile, toutes sortes de stratégies de design persuasif vont être utilisées. Donc, le renforcement positif, facile à imaginer, mais le renforcement négatif aussi, c'est-à-dire, renforcement positif, vous faites quelque chose, on vous donne une récompense. Là, si vous ne faites rien, on vous enlève quelque chose. Et donc, si vous ne venez pas prendre vos récoltes, bien, vous allez les perdre. Et là, évidemment, vous n'avez pas envie de les perdre, donc vous vous connectez et toutes sortes de stratégies vont viser, en fait, le fait de vous habituer à revenir et à vous connecter le plus fréquemment possible afin de progresser dans le jeu. Les récompenses aléatoires, autant en termes de temps, hein, parfois elles vont apparaître de manière aléatoire et donc il faut être connecté. Et évidemment, le contenu. On a beaucoup entendu parler des coffres à butin, donc j'en parlerai pas beaucoup, mais ici, une application d'un jeu où il y a des coffres à butin et l'application de jeu, c'est que des coffres à butin. Donc, on fait juste ouvrir, si c'est vraiment un élément où on a une certaine forme de compulsion à ouvrir des coffres. Ici, les temps de rechargement, hein, les cooldowns en anglais. Donc, il faut attendre avant de pouvoir refaire une action. Et ici, vous avez les points d'action. Les points d'action ici, qui sont les petits éclairs bleus. Et donc, évidemment, on utilise les actions. Puis quand ça arrive à 0, on ne peut plus jouer. Soit qu'on en achète ou on attend. Et ici, bon, 96, c'est environ 3 heures qu'il faut attendre. Et donc, le joueur a tout intérêt à revenir aux 3 heures, sinon il perd l'action. Et en même temps, bien, il y a ses récoltes. En même temps, il
il y a tout ce qui est en train de produire comme produit, toutes sortes d'éléments, il y a des offres qui sont chronométrées. Et donc, on est vraiment amené à se connecter le plus fréquemment possible, ne serait-ce qu'une petite minute pour aller ramasser nos éléments, mais évidemment, c'est à chaque fois, c'est nous faire revenir, créer l'habitude de se connecter. Les offres quotidiennes aussi, hein, on vient le premier jour, un jour 2, un jour 3, on va avoir des récompenses. CoinMeister est particulièrement pernicieux parce que les récompenses, c'est pas si on vient une journée, puis après 2 jours plus tard, on revient, puis il faut venir le jour 1, le jour 2, le jour 3. Si on vient pas le jour 4, ça recommence au jour 1. Donc, eux, ils se sont assurés vraiment qu'on vienne les 7 jours pour avoir le gros cadeau à la 7e journée. Et donc, évidemment, quand ça fait une semaine qu'on vient quotidiennement, bien, on crée l'habitude chez le joueur. Les offres chronométrées, la même chose, hein, il faut l'acheter tout de suite parce que c'est maintenant que ça passe. Les stimuli visuels, la mise en compétition, donc là, vous avez compris, hein, créer avec les liens, donc pour s'assurer la rétention, que ce soit avec des amis, avec des inconnus. Ici, la collaboration, le même principe avec les liens, s'assurer de la rétention. Hein. Ça, Candy Crush avait très bien compris ce système-là sur les plateformes Facebook en nous disant constamment, ben, ton ami est rendu à tel niveau, tu as fait mieux que ton ami, non, ton ami a fait mieux, voici le classement, veux-tu envoyer des points de vie à ton ami, etc., etc. Et donc, là aussi, on s'assurait d'une rétention des joueurs dans Candy Crush. Les mécaniques de collection, hein, il y a beaucoup de joueurs qui, dans le domaine vidéoludique, on parle de complétionnistes qui vont vouloir vraiment tout faire, tout compléter, dont les collections, et donc s'assurer d'avoir tous les éléments, donc être amené à jouer d'autant plus. Et puis, tout un brouillage de frontières aussi très habile dans un sens sémiotique, c'est-à-dire que c'est vraiment intégré dans la jouabilité. Et puis ici, hein, par exemple, dans Family Island, bien, on a un petit coffre qui échoue sur l'île déserte et le coffre, en fait, c'est une publicité et on la regarde et ça nous donne des points d'action et donc on peut continuer à jouer, etc., etc. Brouillage des frontières avec l'intégration du réseau social. Et évidemment, brouillage des frontières entre le gaming et le gambling. Et les roues de la fortune, par exemple, sont de plus en plus communes et on en voit énormément dans des jeux qui ont aucun lien avec le moindrement le gambling. Et donc, ça devient vraiment une mécanique très banalisée, très normalisée. Et finalement, bien, on ne voit plus que c'est en fait des mécaniques qui est liée au hasard. Ici aussi, j'en parlerai pas beaucoup, mais beaucoup, parce qu'on en a parlé hier. Et puis, comme je vous disais, je n'arrive pas des études sur le gambling, mais des récompenses qui vont être en jeu, dites virtuelles, mais des récompenses dites réelles. Et là, un brouillage très, très constant entre les deux. Et pour le joueur, à un moment donné, ça peut être difficile de faire la distinction. Où moi, je m'intéresse particulièrement, c'est quand ça devient une forme langagière. Ce que ça veut dire, comme la ludification, la gamification, la gamblification aussi devient une forme langagière, c'est-à-dire qu'on va reconnaître la manière dont l'information est présentée et on n'aura plus besoin de nous l'expliquer. Et donc, on va reconnaître ces mécaniques-là, on va être capable de nous passer des messages avec ces mécaniques-là. Et donc, ici au Québec, un concours qui est très, très populaire, très, très connu, d'un restaurant de café qui s'appelle Déroule pour gagner. Et en fait, c'était de dérouler le bord. Et puis, sur le bord du petit café, il pouvait avoir aucun prix ou un très gros prix. Aujourd'hui, il n'y a plus le déroule physique, c'est l'application qui est utilisée. Et en fait, on fait jouer l'application pour savoir si on gagne. Mais c'est vraiment un principe de hasard. Et puis, des fois, on gagne quelque chose, des fois, on ne gagne rien. Mais à chaque fois, c'est d'aller racheter dans le restaurant pour avoir des chances de refaire tourner la roue, en fait, pour savoir si on va gagner quelque chose. Et ça, c'est tout à fait normalisé. Dans les conditions d'utilisation de ce concours-là, c'est marqué 13 ans et plus. Et donc, il n'y a aucun... légalement, c'est légal. Et là, évidemment, il y a tous les problèmes, tous les grands enjeux, des problèmes d'addiction, les bris de la vie privée, redéfinition de l'espace social, etc. Là aussi, j'en parlerai pas davantage parce qu'on l'a très bien abordé hier, mais on comprend tous les problèmes que ça soulève.
Et là, j'espère avoir suscité un petit peu d'indignation sur la manière dont ce système-là peut être très contraignant d'un point de vue sémiotique, hein, de ce que ça va nous amener à faire, parce que les jeux ont une force, c'est la motivation. Hein. Les joueurs sont extrêmement motivés à jouer, c'est motivant, il y a beaucoup de récompenses, on aime ça, etc. Et donc, on profite de cette passion-là pour intégrer toutes sortes de mécaniques en lien avec la collecte de données, en lien avec la diffusion de publicité, on va nous faire des choses. On parle en étude du jeu de la rhétorique procédurale. Donc, on va nous faire performer des actions qui peuvent s'inscrire dans nos habitudes, comme celle de nous connecter le plus régulièrement possible. Eh bien, tout ce que je viens de vous décrire là, absolument tout se retrouve exactement pareil dans les jeux pour enfants. Et quand je parle de jeux pour enfants, je remonte aussi petit que 3 ans. Et donc, il va y avoir des mécaniques de gambling qui vont être utilisées, des mécaniques aléatoires comme ça qui vont être utilisées dans les jeux pour enfants. Il va y avoir une combine de mécaniques de connexion avec des mécaniques aléatoires. Et là, je vous laisse imaginer, vous avez l'enfant qui veut avoir tous les petits animaux très, très mignons, mais pour avoir les animaux, il faut ouvrir des petites boules. Et à chaque fois, des fois, c'est celle qu'on a déjà. Ça fait 4 fois qu'on a la même, et puis qu'on veut la rare, mais la rare, pour ça, il faut ouvrir des boules. Et des fois, c'est physique, il faut acheter, et, ou bien sur jeu. Et donc, l'enfant est vraiment amené à consommer à travers ces mécaniques-là pour essayer d'avoir l'entièreté des petits animaux. On va avoir des jeux publicitaires, et au Québec, ici, il y a une grosse législation qui avait été mise en place pour encadrer les publicités pour enfants. Et entre autres, aucune publicité a le droit de s'adresser à l'enfant directement parce qu'on s'est rendu compte que d'un point de vue rhétorique, l'adresse est trop forte pour un enfant et donc n'a pas les capacités cognitives d'être capable d'avoir une distance par rapport au fait qu'on s'adresse à lui en lui disant « achète ce jouet ». Donc, on n'a pas le droit de s'adresser aux enfants. Il y a toutes sortes de règles comme ça qui vont baliser la publicité télévisuelle, mais rien du côté des jeux. Et donc, on peut laisser nos enfants jouer des heures à des jeux publicitaires où ils vont voir sans cesse les marques, les objets. Et ça, c'est complètement banalisé aussi. Des jeux publicitaires qui vont avoir des microtransactions à l'intérieur. Il va y avoir ici des jeux publicitaires, des jeux pour enfants, hein, aussi petits que 3 ans, où là, on va introduire des publicités. Et donc, si tu veux avoir des étoiles, si tu veux débloquer des nouveaux camions, des nouvelles voitures, regarde des publicités avec la collecte de données. Hein, oubliez pas que c'est exactement le même système qui fonctionne en arrière. Des systèmes d'abonnement. Mais si vous regardez l'abonnement, vous avez 3 jours gratuits et après, c'est 1,50 $ par semaine. Et donc, ça peut aller très vite hein, à ce niveau-là. Et donc, là, vous voyez un peu l'entièreté des stratégies de design persuasif, les stratégies de gambling, les stratégies de publicité, de collecte de données qui vont être très communes. Hein. Je vous amène à ouvrir n'importe quel jeu pour enfants et de regarder. Et donc, des petits jeux, là j'ai pris Hello Kitty en exemple. Il y a absolument toutes les mécaniques qui sont présentes, dont je vous ai parlé, et avec tous les effets négatifs qu'il peut y avoir, mais chez des enfants qui sont en formation, qui sont en plein développement cognitif et comportemental. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la dernière phrase qui était présentée dans l'application de Hello Kitty. What's even better is that you can enjoy all this completely for free. Mais on se demande où est la gratuité à partir du moment où c'est nos enfants qui sont impliqués. Et on se dit, comment est-ce possible? Bien, encore jusqu'à aujourd'hui, il y a une autorégulation de la part de l'industrie pour mettre la classification des jeux. Et donc, au Québec, les films vont avoir la régie du cinéma qui va être indépendante, qui va classifier les films pour que, par exemple, les parents aient une idée de l'âge requis pour regarder un film. Mais du côté des jeux vidéo, c'est les entreprises elles-mêmes qui vont mettre la cote qu'ils considèrent sur leur jeu. Et évidemment, il n'y a pas de code qui est propre à des mécaniques comme telles. Et donc, vous avez entendu parler des coffres à butin, puis c'était le problème avec Fortnite, des jeux qui peuvent être
pour très petits, peuvent avoir des mécaniques comme ça de coffre à butin, donc de lookbox, et qui vont être tout à fait permis et légal. Et donc là, il n'y a pas d'encadrement qui va être de ce côté-là. On va parler beaucoup plus du contenu, donc de la violence, de la sexualité, du langage, etc., mais pas nécessairement des mécaniques qui vont être utilisées. Donc, la régulation, comment elle est construite? Bien, normalement, les régulations se basent beaucoup sur les lignes directrices de l'OCDE, où on nous dit, en gros, bien, il faut que, quand tu collectes la donnée, il faut que tu collectes seulement la donnée dont tu as besoin, il faut que tu les protèges, il faut que tu fasses attention aux gens à qui tu collectes, etc. Toutes sortes de principes qui vont être énoncés sur la base desquels notre législation va être en partie inspirée. Et donc, au Canada, on a la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques. On a le commissariat à la protection de la vie privée qui va être un peu le chien de garde. Là. Il y a une chance qu'il est là parce qu'il va soulever beaucoup de points de bris dans la protection de la vie privée en lien avec la collecte massive de données. Au Québec, on va avoir 2 lois. Aux États-Unis, ils ont différentes lois et ce n'est pas parce qu'ils en ont plus qu'ils sont mieux protégés. En fait, ils sont moins bien protégés parce que c'est des lois qui sont très précises à des domaines très précis. Et donc, il y avait beaucoup de trous entre. Et finalement, bien, la meilleure loi pour l'instant, c'est celle de l'Europe, donc le Règlement général sur la protection des données. Et l'industrie vidéoludique en Amérique va s'y conformer, même si elle est en Amérique, parce qu'évidemment, il y a des joueurs sur la planète, dont l'Europe. Et donc, la loi européenne va avoir des effets sur les entreprises américaines aussi. Qu'est-ce qu'il y en est pour la protection, c'est-à-dire la régulation pour la collecte des données pour les enfants? Bien, au Canada, c'est la même loi. La loi européenne aussi, va dire, on ne fait pas de distinction sur les enfants, donc ça va être les mêmes principes régulateurs. Aux États-Unis, il va y avoir le Children's Online Privacy Protection Act, donc le COPPA, qui va venir encadrer, et donc qui devrait venir encadrer. Mais évidemment, il y a toutes sortes de moyens de contourner le COPPA. Et ici, c'en est un exemple. Donc, si vous voyez les petits jeux qui sont présentés, bien, on s'entend que visuellement, on parle de 3 à 10 ans peut-être avec ce genre de visuel-là, mais dans les conditions d'utilisation, c'est marqué, bien, si vous acceptez les conditions d'utilisation, c'est que vous êtes âgé de au moins 13 ans. Pourquoi? Bien, parce que là, ce n'est plus la COPPA qui va intervenir et donc on peut s'extraire d'une régulation beaucoup plus restrictive pour les petits-enfants. Et donc, il y a une espèce d'hypocrisie ici parce qu'on ne s'adresse clairement pas à des 13 ans et plus, mais dans les conditions d'utilisation, on dit, bien, si vous avez cliqué OK, c'est que vous dites que vous avez 13 ans et plus. La même chose avec la classification, c'est-à-dire, il y aurait pour le ESRB une classification Early Childhood, donc pour les petits-enfants. Mais évidemment, quand vous regardez les jeux pour enfants, ils sont tous classifiés pour tous. Et ça, en fait, depuis 2018, même la cote Early Childhood a été enlevée, a été éliminée parce qu'elle était tellement peu utilisée par les développeurs. Ils utilisaient tous la cote pour tous, everyone, et donc on l'a enlevée. Mais pourquoi? Mais parce que la cote Early Childhood était beaucoup plus restrictive que celle pour tous. Et donc, en mettant pour tous, il y a une espèce de dédouanement. La même chose, Google Play a essayé d'encadrer les applications pour enfants, mais les développeurs peuvent contourner une certaine règle de Google en mettant dans la section famille au lieu de la mettre dans la section enfants. Et donc, toutes sortes de stratégies comme ça, en fait, pour contourner le peu de régulation qu'il y a pour l'encadrement des jeux pour enfants et de la collecte de données, jusqu'à ce que, par exemple, Tiny Lab s'est fait attraper en train de collecter des données sur les enfants, des données personnelles, dont des données de géolocalisation. Et donc, évidemment, l'entreprise a fermé, a sûrement réouvert sur une autre forme, mais a été là, dénoncée pour la collecte qui a été faite et poursuivie en justice. Et puis, comme parents, on s'est dit, je vais essayer d'aller alors dans des jeux qui sont classés éducationnels là aussi, hein, dans le magasin de Google. On peut avoir cette classification-là, mais même dans les jeux éducationnels, il va y avoir de la publicité, il va y avoir de la collecte de données qui va être utilisée via des parties tiers, exactement comme dans les jeux pour adultes. Et donc, la cote même éducationnelle qui est supposée être une cote qui soit un gage de qualité
pour les parents, en fait, ne protège pas du tout et en fait, n'indique rien en ce qui a trait à ce système-là, peut-être à la valeur éducative des applications comme telles, mais pas le système de collecte et de publicité qui est utilisé. Et donc là, vous avez vraiment la boucle, vous commencez à comprendre, on a des applications gratuites, que ce soit pour enfants, pour adultes, avec des parties tiers qui, eux, vont collecter des données avec le AdID, ils vont accumuler ces profils-là, hein, dont Google va avoir son service de vente de profils à des publicitaires et là, ils vont collecter ces données-là, ils vont les garder dans des bases de données, ils vont faire des profils de plus en plus précis et ils vont vendre ces profils-là à des publicistes pour les renvoyer aux applications mobiles. Mais bien sûr, les enfants, on commence à collecter des données quand ils sont tout petits, avec tous les effets que ça peut avoir sur leur développement, toute l'influence, toute la manipulation qu'il peut y avoir chez les adultes, mais chez les enfants d'autant plus, et ces données-là qui vont rester toute leur vie. Et on se demande qu'est-ce qu'on est en train de léguer à nos enfants avec ce genre de régulation-là complètement déficiente. Et tout ça est commun. Hein. Ici, un jeu avec un restaurant, quelles informations connectons-nous? Nous, on n'en collecte aucune. Par contre, nos tiers, là, c'est autre chose. Faut aller voir, eux, leurs conditions d'utilisation. Et donc, c'est vraiment un système qui est bien implanté, bien organisé, qui est pas caché du tout. C'est tout à fait ouvert. Si vous allez, je vous amène à visiter les sites de ces services-là, où c'est tout à fait dit. Ici, on a Super Awesome, hein, qui va faire des applications pour enfants et qui ne se cachent pas du tout. Ils vont faire du kid-safe advertising and monetization, ce qui pour moi est carrément un oxymoron, mais ils vont avoir une section Awesome Ads qui va être pour les publicitaires, pour les développeurs, et donc tout un système déjà avec des kits de développement pré-organisés. Et donc, comme développeur, moi, j'arrive, il y a tout le système qui est organisé, je fais juste embarquer dans le train. Et puis là, on continue à collecter les données sur les enfants, sur les adultes, et tout ça en respect du COPPA et du GDPR, donc la loi européenne, évidemment. Ils contreviennent pas du tout à la loi parce que le système actuellement permet ce genre d'utilisation-là des données, la réutilisation, l'envoi de publicité. Et juste un petit aparté, Epic Games, c'est l'entreprise qui fait Fortnite, et Epic Games est à 40% propriété de Tencent. Tencent, qui est la plus grosse entreprise de jeux vidéo au monde, une entreprise chinoise, qui est un mastodonte. Et donc, on se rend compte qu'en études vidéoludiques, mais aussi dans ce système-là, quand on commence à creuser un petit peu, je vous l'ai montré au début avec AppLike, c'est qu'on a l'impression que beaucoup d'entreprises, mais en arrière, il y a quelques grosses entreprises qui, elles, centralisent toutes les données, toutes ces informations-là, et c'est là, avec le croisement de toutes ces bases de données-là, de toutes ces sources d'informations-là qui vont perdurer dans le temps, où là, on arrive à créer des profils très précis qui peuvent avoir des effets à long terme chez les adultes, mais aussi chez les enfants. Et donc, je conclurai en disant qu'on protège très, très mal nos enfants et il serait temps qu'on commence à les protéger. Merci.